Ravi de vous retrouver sur Africa 24. Madame, Monsieur, bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui en Afrique, la question de la sécurité sociale s'impose comme un enjeu central de développement. Selon l'Organisation internationale du travail, 80% de la population africaine ne bénéficie d'aucune couverture sociale formelle. Une situation largement liée au poids du secteur informel qui représente jusqu'à 85% des emplois sur le continent. Dans ce contexte, l'accès aux soins, aux pensions de retraite ou encore aux allocations familiales reste limité pour la plus grande partie de la population. Pourtant, plusieurs pays ont engagé des réformes ainsi que des mécanismes devant élargir la couverture sociale avec des systèmes contributifs ou encore des mécanismes d'assurance maladie universelle. Mais ces ambitions se heurtent à des défis majeurs: financement faible, faible base contributive, gouvernance des caisses, difficulté à intégrer les travailleurs du secteur informel. Alors, une question centrale s'impose: comment construire des systèmes de sécurité sociale inclusifs, viables et adaptés aux réalités économiques africaines? Nos invités du jour apportent des éclairages. Il s'agit de M. Jean-Marc Bikoko, coordonnateur de l'Observatoire citoyen de la gouvernance et de la redevabilité. M. Bikoko, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci beaucoup et enchanté de vous retrouver sur votre plateau. Nous sommes également en compagnie de M. Barthélémy Eluna, internationaliste, spécialiste des questions d'économie et de gestion. M. Eluna, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci. Première étape de notre analyse: comment réellement bâtir une sécurité sociale efficace en Afrique sans intégrer massivement le secteur informel et tenir compte de la population jeune qui vit le chômage? Réponse avec l'exemple du Bénin dans ce reportage signé Esther Konan. Avec plus de 60% de sa population âgée de moins de 25 ans, le Bénin dispose d'un atout majeur pour son développement économique. Cependant, il est crucial d'offrir à cette jeunesse des débouchés qui valorisent pleinement leurs compétences. Pour y répondre, le pays a lancé la stratégie nationale pour l'emploi des jeunes 2023-2027, qui se concentre sur 3 axes principaux: le développement de l'entrepreneuriat, le renforcement de la formation professionnelle et l'amélioration de l'accès au microcrédit. En dépit des efforts du gouvernement et des divers acteurs impliqués, l'écart persistant entre les profils des jeunes diplômés et les besoins des entreprises demeure un défi majeur. Ce décalage contribue à la persistance du chômage et du sous-emploi, affectant une partie de nos jeunes. Malgré une croissance économique qui devrait atteindre 7% en 2026, selon le dernier rapport de Global Economic Prospect, et les efforts de l'agence Emploi Jeunes pour améliorer l'employabilité des diplômés, le marché du travail peine à absorber les nouveaux diplômés et arrivants. Le taux d'alphabétisme juvénile s'élève à 14%, ce qui contraint de nombreux jeunes à accepter des emplois précaires. Le manque d'adéquation entre les formations proposées et les besoins réels du marché alimente la frustration et encourage l'émigration. En tant qu'Agence nationale pour l'emploi, le rôle que nous jouons dans ce processus est crucial. Notre mission est d'accompagner les jeunes dans leur parcours d'insertion professionnelle et à travers des événements comme cette journée universitaire, nous facilitons le dialogue entre les recruteurs et les étudiants afin de mieux aligner les compétences des candidats avec les exigences du marché du travail. Le gouvernement et les acteurs économiques multiplient les programmes de formation, d'incubation et d'accompagnement entrepreneurial. L'objectif est de transformer le potentiel démographique en moteur de croissance, offrir des emplois qualifiés et renforcer la participation des jeunes au développement national. Au-delà de la question de l'emploi, la sécurité sociale couvre celle de l'accès aux prestations de retraite. Dans ce sillage, de nombreux pays comme la Côte d'Ivoire ont fait des progrès significatifs. Esther Konan était sur le terrain. Suivons son reportage. Dans la volonté des autorités ivoiriennes de renforcer la protection sociale des plus vulnérables, le bien-être des retraités est une priorité. Dans cette optique, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité
le 17 mars 2026 deux projets de loi instaurant une prime spéciale de retraite. Ces tests, présentés par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale Adama Kamara, concrétisent une mesure annoncée par le président Alassane Ouattara le 6 août 2024. Il s'agit de lois qui viennent confirmer la mesure historique prise par le président de la République, à savoir payer aux retraités du secteur privé et à ceux du secteur public une prime d'un tiers de leur pension de retraite mensuelle qui aujourd'hui n'est plus d'un tiers mais de 2 tiers. Le gouvernement a adopté deux projets de loi ratifiant des ordonnances de juin 2025. Ces tests encadrant l'instauration d'une prime spéciale de retraite versée annuellement au 1er septembre et équivalente aux 2 tiers de la pension mensuelle. Cette mesure sociale majeure concerne les retraités du public et du privé, constituant un acte de reconnaissance envers les contributions au développement national. En raison de la bonne santé financière de notre économie, il a invité les caisses qui gèrent les pensions de retraite privées et publiques de payer en toute sécurité une prime. Au-delà de 2050, cette décision du président de la République de payer cette prime spéciale aux travailleurs retraités du secteur privé et du secteur public ne souffrira d'aucune contrariété pendant cette période-là. Les députés ont salué la réforme des pensions mais ont soulevé des inquiétudes quant à sa pérennité en cas d'augmentation des bénéficiaires, proposant une prime d'1 mois de pension. Le ministre Adama Kamara a assuré que la mesure est financée par les réformes structurelles de 2012 sans impacter le budget de l'État et vise à renforcer la solidarité nationale pour garantir des conditions de vie dignes aux retraités. Monsieur Bikoko, selon la Banque africaine de développement, près de 80% des travailleurs africains évoluent dans l'informel et moins de 20% d'entre eux ont accès à une protection sociale effective. Dans ces conditions, les politiques actuelles d'extension de la couverture sont-elles réellement adaptées à la structure des économies africaines? Je crois qu'il faut que l'Afrique cesse de copier ce qui se faisait ailleurs pour essayer d'inventer soi-même ses process en fonction de ses réalités. Je crois que chaque pays, en fonction de la volonté politique, peut mettre en place des mécanismes qui lui permettent de mettre en place un système de protection sociale qui peut couvrir l'ensemble des personnes. Et on a des exemples des pays qui l'ont fait. Mais tout est question de volonté politique. Parce que la volonté politique qui devrait être de voir chaque citoyen jouir d'un minimum vital pour être un peu à l'aise, impose que la priorité soit de mobiliser les fonds nécessaires pour couvrir ces secteurs. Alors, comme on ne fait que copier ce qui se fait ailleurs, nous nous sommes alignés au système de retraite par répartition. C'est-à-dire que c'est les travailleurs d'aujourd'hui qui financent les pensions des travailleurs d'hier. Alors qu'un pays où il n'y a que 20% des personnes qui travaillent dans le formel, donc des salariés, comment est-ce qu'on va traiter les 80% qui restent? Et nous l'avons souvent dénoncé, parce que j'ai été fonctionnaire pendant 30 ans. On s'est rendu compte que les allocations familiales qu'on donne aux enfants ne concernent que les enfants des salariés. Ceux dont les parents ne travaillent pas dans le formel, ils sont exclus alors qu'ils sont des Camerounais. Et pourtant, nous avons demandé à ce que tous les enfants nés de parents camerounais aient accès à l'allocation familiale. Et moi-même, quand je me suis rendu compte, en faisant le dossier, qu'à l'époque, on payait 1500 francs d'allocation familiale, alors que l'argent des billets de mes enfants
par mois dépassait 10 à 15 000, j'ai demandé qu'on augmente. Parce que syndicaliste que j'étais, on a voulu. Donc, l'Afrique a des possibilités. Je prends le cas du Cameroun. Le Cameroun a toutes les ressources qui permettent de mettre en place un système de sécurité sociale bien fourni et qui couvre tout le monde. Et là, on devrait pouvoir imiter un pays comme le Ghana, qui, pour que personne ne se plaigne, a créé une taxe sur les biens et services. C'est-à-dire que même si tu ne travailles pas, le fait qu'on ait mis une taxe sur la bière pour financer la sécurité sociale, tous ceux qui achètent la bière, si on met 2%, tous les services, une taxe, le Ghana l'a fait, et 70% de la sécurité sociale est financée. Le Rwanda, alors, lui, il a créé d'autres choses pour taxer et les banques et autres. Donc, les pays africains ont la possibilité, mais ce qui manque, c'est la volonté politique. Et cette tendance a toujours imité ce qui se fait en Europe. Monsieur Eluna, dans plusieurs pays, la sécurité sociale repose encore sur un modèle contributif classique alors que la majorité des actifs ne cotisent pas. Peut-on continuer avec ce modèle sans exclure une grande partie de la population? Ce modèle économique démontre à suffisance qu'on a très peu qui sont salariés et qui cotisent pour une très grande majorité qui ne sont pas dans le formel et qui, donc, par principe, ne cotiseraient pas. Or, la sécurité sociale ne devrait pas s'adresser à une caste de la population. La sécurité sociale est conçue pour concerner tous les citoyens d'un seul et même pays. Et je crois que c'est ce qui se fait sous d'autres cieux lorsqu'on voit par exemple qu'un citoyen dès sa naissance se voit attribuer un numéro de sécurité sociale qu'il utilise jusqu'à sa mort. Ce qui permet que lorsqu'il a un souci, lorsqu'il arrive, par exemple, dans une formation médicale, il est pris en charge du fait de son immatriculation au service de sécurité sociale. Maintenant, revenant sur votre question, si nous avons 20% de fonctionnaires, de salariés, autant pour moi, du formel, pour 80% de non formel ou d'informel, vous comprenez qu'il y a 4 fois plus d'un côté pour une fois de l'autre. Et s'il faut élargir l'assiette des bénéficiaires de la sécurité sociale, et c'est même ce qui devrait être fait, il devient économiquement insoutenable de financer la sécurité sociale sur cette simple logique mathématique. Maintenant, comme M. Bikoko vient de le dire, il y a dans plusieurs pays africains des biens et services qui sont surconsommés. Et sur cette surconsommation, on peut établir un modèle économique qui permette justement de faire des prévisions, des anticipations rationnelles. Supposons par exemple, actuellement il y a beaucoup de pays africains qui sont en chantier, des horizons de développement 2030, 2035, 2040, 2050, ce qui implique que beaucoup d'intrants du secteur du BTP soient consommés. Supposons donc que l'État qui est en train de construire son territoire, qui est en train de planifier le développement de son territoire, décide d'ajouter par exemple 5% sur chaque sac de ciment, 3% sur chaque barre de fer, 1% sur chaque clou, 1% sur chaque scie, bref, sur chaque intrant du secteur du BTP. Vous vous rendez compte que pour une opération de développement qui est planifiée pour 50 ans et qui va peut-être solliciter 40 000 milliards, si on prend simplement 10% de ce montant pour financer la sécurité sociale sur 15 ans, ça peut déjà commencer à être quelque chose d'intéressant. Je prends l'exemple de certains pays africains. Je voudrais qu'on revienne à celui de la Côte d'Ivoire, dont nous venons juste de voir le reportage, qui a pris des mesures d'élargissement de prestations ou l'octroi de primes spécifiques de retraite. Ces politiques améliorent-elles réellement la couverture sociale ou reste-t-elle limitée à la minorité déjà intégrée, selon vous? Bon, il faut déjà clarifier un certain nombre d'éléments. Il y a des actions économiquement soutenables et il y a des actions politiquement vendues. Je ne sais pas si ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est du politiquement vendu ou si c'est de l'économiquement soutenable. Je n'ai pas eu le temps de mieux me documenter sur la question. Je reste sur la logique économique. Ils ont dit, je crois, jusqu'en 2050,
ils sont capables, sur la base de la bonne santé économique de leur pays, de soutenir cette prime annuelle qui vaut les 2/3 de la prime mensuelle. Ce qui signifie que nous sommes en 2026. 2026 compté, il y a encore 25 ans à courir, puisque 2026 est la première année et 2050 est la dernière année. Toutes bonnes comprises, nous avons 25 ans. Il faut donc pouvoir soutenir ce projet sur les 25 ans. Est-ce que la Côte d'Ivoire est économiquement rentable à ce point? Est-ce qu'en cours de route, même si ces travaux, comme ils l'ont dit dans le reportage, sont basés sur des prévisions économiques de 2012, et nous sommes 14 ans plus tard, est-ce que les contingences ponctuelles qui sont arrivées ça et là permettent toujours de soutenir ces prévisions de 2012? C'est là toute la question à laquelle l'économiste se doit de répondre. Et lorsqu'il propose par contre que cette prime soit d'1 mois de la prime, c'est-à-dire 1/12 de ce que chaque salarié, chaque pensionné est censé recevoir à l'année, sans être ivoirien, avec la pure logique économique, cela est mathématiquement soutenable. Monsieur Bikoko, je reviens à vous. Selon plusieurs rapports de la Banque mondiale, la faible adhésion au système de sécurité sociale s'explique aussi par un manque de confiance. Comment convaincre aujourd'hui les travailleurs, notamment informels, d'adhérer à des dispositifs perçus comme peu accessibles ou souvent peu transparents? Disons que parler d'adhésion au processus, c'est imposer que chacun soit contraint de verser quelque chose pour la sécurité sociale. Et ce qui est bien, parce qu'on parle d'impôts, mais ça ne doit pas être une contrainte. Ça doit être un mécanisme qui assure chaque citoyen la possibilité d'accéder à un minimum de services pour son bien-être. À partir du moment où les assurances sont déjà faites, on n'a pas besoin de faire la pression. Mais maintenant, dès qu'on a mis la mécanique en place, pour nous, si on peut déjà engager des processus, par exemple, d'impulser une dynamique de formalisation de l'informel, parce que tout l'informel peut devenir formel. Et quand il est formalisé, il s'inscrit dans les registres des entreprises, PME ou grandes et moyennes entreprises. Donc, premier élément. Deuxième élément, les gars qui travaillent dans les villages, dans les plantations, sont des travailleurs. Les gars qui sont qu'on appelle ça, les vendeurs dans la rue, sont des travailleurs. On ne peut pas les amener à aller, parce qu'au Cameroun, on a fait l'exemple. On a parlé de cotisation volontaire, la CNPS. Est-ce que ça attire les gens? Parce que le montant d'abord qu'on donne et ce que tu vas gagner 10 ans après n'est pas attrayant. Donc, pour que les gens soient attirés par le processus, il faut que le gouvernement lui-même mette en place un mécanisme de financement de sa sécurité sociale qui couvre déjà tous les besoins, et maintenant on demande seulement un apport de façon symbolique pour que chacun ne puisse pas attendre que la main tombe du ciel. Mais que Monsieur, on a parlé tout à l'heure de prévisions à l'horizon 2050 de certains pays, avec une population dont plus de 60% à moins de 25 ans aujourd'hui, selon les Nations Unies. Pensez-vous que la sécurité sociale africaine est pensée pour les réalités démographiques actuelles ou alors structurée pour un modèle dépassé? C'est pour cela que nous avons toujours exigé que la plupart de nos gouvernements soient constitués de technocrates. On a des ressources humaines qui sont futées. Et face à cette situation, les technocrates peuvent se projeter et proposer au gouvernement. Je vous ai pris le cas du Ghana. Monsieur, mon fils vient de dire quelque chose. Il dit que les intrants du BTP, si l'État introduit une taxe spéciale pour la sécurité sociale, mais le pays est encore en construction. À l'horizon 2050, si on prend rien que la bière,
toute la bière là, si vous mettez souvent 1% là-dedans, et comme tout le monde prend la bière, donc c'est une question de stratégie et de mécanique qui permettent à ce que l'État cherche les niches de prélèvement des taxes qui sont accessibles à tout le monde. Parce que quelqu'un a beau te dire qu'il est pauvre, mais ce gars boit chaque mois au moins 10 bières. Alors, ce pauvre-là qui boit 10 bières, si la taxe pour sa sécurité sociale y est introduite, il va aller. Donc, moi je pense qu'il faut que nous mettions en place des mécanismes de réflexion pour penser nous-mêmes notre système éducatif, notre système de sécurité sociale. Parce qu'au Cameroun, tout est fait par la copie. On veut copier. Alors que si nous-mêmes nous pensions, et là, la CNPS a fait des avancées, ils ont essayé d'améliorer la mécanique. Mais comme 80% sont encore exclus, comment faire pour que tout le monde soit couvert? On en parlera dans la deuxième partie de ce programme. Monsieur Yona, je reviens à vous. Entre extension rapide de la couverture et consolidation des systèmes existants, quelle doit être la priorité aujourd'hui pour les États africains? Là, c'est l'entrepreneur qui va vous répondre. Avant toute extension, il faut déjà consolider l'existant. Et pour consolider l'existant, il faut se rassurer que ce que M. Bikoko a dit depuis le début de ce programme est appliqué. Cela signifie que dans ses anticipations rationnelles, l'État doit se rassurer que ce qui est prévu dans la cagnotte pour financer les pensionnés d'aujourd'hui par les cotisants d'aujourd'hui est largement suffisant ou alors dépasse largement les expectatives. Dans cette mesure et uniquement dans cette mesure, on pourra être sûr que l'existant se consolide progressivement. Maintenant, une fois que le processus de consolidation est assuré et qu'on est sûr que nous allons maintenant vers l'objectif qu'on s'est fixé, à savoir réaliser sur 10-15 ans le paiement des pensions, on peut donc commencer à réfléchir économiquement parlant et par des anticipations rationnelles toujours. Et si nous augmentions de 10%, et si nous augmentions de 20%, de 40%, de 50%, de 80%, jusqu'à ce qu'on atteigne le plafond, c'est-à-dire toute la population commence à bénéficier. Et ça, c'est pour moi le modèle qu'on devrait finir par adopter. Dès la naissance, il vous est attribué un numéro de sécurité sociale que vous gardez jusqu'à votre mort, un peu comme ça se fait aujourd'hui dans les établissements secondaires. Une fois entré en 6e, vous avez un matricule unique qui vous conduit jusqu'en terminale, quel que soit le type d'établissement que vous avez choisi, et ça permet de vous suivre à la trace, que vous passiez de l'établissement A pour l'établissement B. On vous suit et on sait quel est votre parcours et ce qu'il faut améliorer avec vous. C'est la même chose pour cette intervention. Madame, Monsieur, nous marquons une courte pause dans ce débat. À suivre dans la deuxième partie, nous analyserons les défis de financement, de gouvernance et de viabilité des systèmes de sécurité sociale en Afrique. À tout de suite. Bon retour sur ce plateau. Madame, Monsieur, si vous nous prenez en cours, vous êtes dans la deuxième partie de votre programme Africa Newsroom consacré dans cette édition aux enjeux de soutenabilité et d'inclusivité des systèmes de sécurité sociale en Afrique. Pour ce faire, nous sommes rejoints dans cette deuxième partie par Madame Géraldine Manuela Moneda, secrétaire sociale certifiée en immatriculation CNPS. Nous sommes en compagnie de Monsieur Jean-Marc Bikoko, coordonnateur de l'Observatoire citoyen de la gouvernance et de la redevabilité, ainsi que de M. Barthélemy Luna, internationaliste spécialiste des questions d'économie et de gestion. Au-delà de la couverture, le véritable enjeu réside dans la capacité des systèmes à être financés, gérés efficacement et pérennes dans le temps, en matière de santé notamment. Deva Panzo signe pour nous cet élément. La couverture sanitaire reste limitée en République du Congo, où moins de 50% de la population bénéficie d'un accès effectif aux soins selon l'OMS, une situation qui a conduit à la signature le 24 avril 2026 d'une charte d'éthique entre la Caisse d'assurance maladie universelle et les structures privées de santé à Brazzaville.
L'accord vise à améliorer la prise en charge des assurés et à renforcer la collaboration entre secteurs publics et privés dans un système encore fragile. Pour nous, la couverture maladie universelle pour le secteur privé est une grande opportunité, d'autant plus qu'il y a une couche de la population la plus majoritaire, près de 70% des jeunes, qui n'ont pas accès à une médecine de qualité par manque de système de péréquation de financement de leur santé. Les inégalités d'accès aux soins touchent particulièrement les jeunes, dont près de 70% n'auraient pas accès à une médecine de qualité, selon les responsables de la CAMU, un constat partagé lors de cette initiative portée par le directeur général Félix Moko. Le partenariat avec plusieurs cliniques privées s'inscrit dans un contexte où le Congo consacre environ 4% de son PIB à la santé, en dessous du seuil recommandé par l'OMS fixé à 5%. En signant cette charte, vous vous engagez à transformer vos établissements en sanctuaires de la compétence et de la probité. Cela signifie fournir des soins rigoureusement conformes aux normes établies par le ministère de la Santé. Respecter scrupuleusement les conduites thérapeutiques recommandées. Garantir la continuité des services, car la maladie ne connaît pas de trêve. Assurer la traçabilité totale de tous les produits de santé. Chaque assuré social doit être accueilli dans vos cliniques avec une humanité profonde, sans aucune discrimination et dans le respect du secret médical. La faiblesse du financement sanitaire, avec plus de 40% des dépenses de santé encore supportées par les ménages selon la Banque mondiale, rend nécessaire la mise en place de mécanismes de régulation et de suivi. Un comité de 6 membres a ainsi été créé pour encadrer l'application de la charte et garantir le respect de l'éthique sanitaire, notamment pour la prise en charge intégrale des étudiants et des personnes vulnérables dans le cadre de la couverture maladie universelle. Monsieur Iluna, des pays comme le Rwanda avec la mutuelle de santé couvrant plus de 80% de la population ou le Ghana avec le National Health Insurance Scheme ont engagé des réformes ambitieuses. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que ces modèles soient difficiles à reproduire ailleurs sur le continent? Selon moi, il n'y a pas de difficulté à reproduire le modèle. Il y a beaucoup plus, comme disait M. Bikoko dans la première partie, une volonté politique pour asseoir cette initiative dans chaque pays s'ils veulent bien l'adopter. Encore qu'on ne force aucun État à adopter un système qui ne l'arrange pas. Et sur cette simple hypothèse, si on s'est rendu compte que ça a bien fonctionné chez notre voisin, qui partagent presque les mêmes réalités subsahariennes que nous, pourquoi ça ne devrait pas fonctionner chez nous? On est peut-être obnubilé par les modèles made in Occident, où on se dit que comme ça vient d'Occident, c'est forcément la panacée. Mais la réalité aussi est que l'écosystème occidental n'est pas le même qu'en Afrique subsaharienne ou en Afrique de manière globale. Déjà qu'on ne parle pas d'une seule Afrique, mais de plusieurs Afriques avec des réalités disparates. Donc, pour pouvoir reproduire ce modèle, c'est beaucoup plus la volonté politique, à laquelle on pourrait aussi ajouter le mindset des citoyens. Si déjà vous vous retrouvez dans une conversation avec, c'est arrivé il y a quelques jours pour le cadre d'une activité qui se tient actuellement au Cameroun, et voilà une jeune dame qui arrive et qui devait communiquer son numéro de sécurité sociale pour transmission à la hiérarchie. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa réponse a été nette. Déjà même que c'est pour nous couper l'argent pour rien. Donc si vous avez en face des gens qui pensent que la sécurité sociale c'est couper de l'argent pour rien, il sera difficile de les amener à cotiser. Et s'ils ne peuvent pas cotiser, on ne peut pas financer la sécurité sociale. Et si on ne peut pas financer la sécurité sociale, on ne peut pas couvrir la population. Et si on ne peut pas couvrir la population, imaginez tout ce qui peut se passer après. Monsieur Bikoko, la plupart des pays africains consacrent moins de 5% de leur PIB à la protection sociale. Peut-on réellement élargir la couverture avec un tel niveau d'investissement? Pas du tout. Pas du tout. Il faut déjà au moins se respecter ce seuil pour poser les bases d'une sécurité sociale. Mais comme l'objectif impératif est de couvrir
l'ensemble de la population d'un pays, je crois que les dirigeants africains doivent se donner comme priorité le bien-être de leur population. Et ce bien-être passe par tous les secteurs d'activité. Et donc, une fois qu'un État est mis en place, dans sa stratégie de développement, il devrait intégrer tous ces éléments. Et ces éléments, on n'a pas besoin d'aller copier ailleurs, vu qu'on a des ressources humaines. Mais sauf qu'il y a certains pays qui préfèrent l'expertise extérieure à la propre expertise. Donc, il faudrait que l'Afrique elle-même déjà essaye de se responsabiliser et d'assumer ses missions régaliennes. Donc je pense qu'avec 5% déjà, c'est déjà un départ. Mais comme l'objectif est de couvrir l'ensemble de la population, je crois qu'il va falloir imiter les pays qui ont mis en place des mécanismes permettant d'élargir, même si ça va prendre du temps, mais il faut déjà poser des bases à cet effet. Monsieur Bikoko, tout à l'heure, vous parliez de technocrates en disant que nous avons la ressource nécessaire sur le continent ou dans nos pays pour justement élargir cette assiette sociale. Où se trouve aujourd'hui la place de la formation justement du capital humain à ces questions-là? Justement, la plupart des pays n'ont pas compris que, comme disait mon fils, les écosystèmes ne sont pas les mêmes. L'école qui nous a été léguée est une école coloniale et néocoloniale qui reproduit le type d'homme qui avait été prévu pour pérenniser le système. Je suis dans un syndicat de base, j'étais enseignant, on appelle le SNAEF, Syndicat national autonome de l'éducation et de la formation. Et on a produit un ouvrage qu'on a rédigé pendant 20 ans, l'école nouvelle. Parce que l'école coloniale est une école d'insertion. C'est-à-dire qu'on vous forme pour que vous puissiez être des employés. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin de l'école d'intégration. Et dans l'école d'insertion, le modèle est global. Imaginez le Cameroun a au moins 5 écosystèmes. Le littoral, c'est au bord de l'océan. Le nord, c'est la savane, la forêt et autres. Mais l'enseignement est le même. Vous avez un établissement d'enseignement technique, on enseigne les mêmes choses. Quelqu'un qui est dans la forêt, qu'est-ce qu'il a à faire avec les peaux d'animaux et autres? Donc, le système de formation doit être révisé pour produire l'ingénierie nécessaire. Mais déjà, ce qui nous a été légué, moi par exemple, j'ai fait toute mon école au Cameroun. Mais quand j'arrive chez les Blancs, parfois on me demande que tu as fait quelle université? Alors que j'ai fait l'université de Yaoundé. C'est qu'il va falloir que le minimum qu'on a déjà reçu, que nous-mêmes, on puisse s'arrimer aux changements qui sont devant nous. Et la jeunesse que vous êtes, vous avez eu la chance d'avoir le numérique, le digital et l'intelligence artificielle. À vous maintenant de savoir vous y approprier pour que vous puissiez contribuer efficacement au changement attendu. Parce que nous, on s'en va déjà, c'est à vous. La balle sera dans votre camp. Justement, vous parlez de numérique, M. Bikoko. Madame Moneda, certains pays expérimentent des solutions numériques pour intégrer les travailleurs informels. Ces innovations peuvent-elles réellement changer l'échelle de la couverture sociale aujourd'hui? Oui, je pense qu'ils le peuvent. Je pense que ça peut se faire. Mais nous devons travailler sur ce que je vais appeler les droits sociaux. Nous devons mieux éduquer la population en ce qui concerne les droits sociaux. Le numérique est là, c'est très facile à utiliser, comme par exemple ici au Cameroun, nous avons s'appelé Aïna et ma CNPS à moi. En un clic, tu es immatriculé. Mais quand tu t'approches d'un citoyen pour lui parler de ce que c'est que la sécurité sociale, son idée est déjà focalisée. Excusez-moi du terme, mais il dit souvent la CNPS va nous voler. Donc il se demande, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'entrer dans ça? Si je cotise, ça met trop long pour bouffer. Donc
vu qu'au Cameroun, c'est à 60 ans qu'on est prêt à percevoir sa pension en retraite. Il se dit, jusqu'à 60 ans, et si je meurs, etc., ça devient compliqué. Donc pour moi, il y a, au niveau de l'éducation sociale, un bas niveau. Donc nous devons encore beaucoup plus travailler dessus. Comme M. Pikoko disait, il faut insérer ça dans les systèmes éducatifs. Les programmes qu'on nous donne, on nous parle des choses de l'Occident qui ne nous servent pas toujours, mais il faudrait qu'on ajoute encore de manière imposante la notion de sécurité sociale, car c'est important pour tous. Monsieur Ilona, des pays comme l'Afrique du Sud ont développé des systèmes plus redistributifs, financés en partie par l'impôt. Ce modèle est-il transposable dans des économies à faible base fiscale aujourd'hui? C'est bien de penser à l'impôt comme source de financement de la sécurité sociale. Et on le disait encore dans la première partie, s'il faut penser à l'impôt, ce n'est pas d'abord par rapport à l'assiette fiscale actuelle, parce que l'assiette fiscale actuelle ne permettra pas de couvrir tous les besoins. Je vais me mettre un peu dans la peau de l'État. Comme un père de famille qui a 25 enfants, une épouse et des neveux et des nièces à la maison. La maisonnée, c'est 50 personnes. J'extrapole un peu pour que nous puissions comprendre la difficulté que peut avoir l'État dans la planification de ses ressources et la gestion de ses ressources. Parmi les 25 enfants qui sont les siens, plus les 10 ou 15 qui sont ses neveux et nièces et autres, pour que la maisonnée fasse 50, moins les 2 parents, ça fait 48 personnes qu'il faut prendre en charge. Et il y a 60% de cet effectif qui va à l'école. Dans les 40% restants, ils ont terminé l'école, mais ils ne s'insèrent pas. Il y a peut-être 1 ou 2 qui réussissent à travailler. Les 2 parents ont toujours à leur charge les 46 autres qui ne s'en sortent pas, plus le soutien des 2 qui réussissent à peine à décoller. S'il faut donc, en tant que parent unique, responsable des 48, planifier la prise en charge des 48 en même temps, on va ordonnancer en fonction des priorités et des urgences. Et c'est ce qui donne lieu à ce qu'on a souvent appelé en économie les budgets d'urgence. Et qu'on est en train de vouloir rectifier à travers les budgets programmes. Pourquoi passer du budget d'urgence au budget programme? Pour la simple et unique raison que lorsqu'on fonctionne sur des urgences, on n'a pas réfléchi sur les 5 prochaines heures. On a réfléchi sur l'instant présent. Or, lorsqu'on passe au budget programme, on a anticipé sur 5 ans, c'est-à-dire une génération en démographie, sur 25 ans, c'est-à-dire 5 générations en démographie, sur 50 ans, c'est-à-dire 10 générations. Et là, on peut donc se dire, voilà ce que nous prévoyons pour les 50 prochaines années, et pour y arriver, on peut créer telle nouvelle niche fiscale. On a parlé du BTP tout à l'heure. M. Bikoko a parlé de l'industrie brassicole. Il n'y a pas que ces 2. Il y a beaucoup de produits et services que nous consommons régulièrement au Cameroun et partout en Afrique qui sont des niches imposables pour financer la sécurité sociale. Il ne s'agira pas de mettre forcément 3, 4, 5%, vu qu'au niveau des boissons, on met parfois 0,2%. Et on se rend compte que ça rapporte beaucoup de milliards. Si on est capable de penser des niches fiscales dans ce sens, c'est vrai qu'on se plaint déjà qu'il y a trop d'impôts et que personne, qui que ce soit, n'aime payer l'impôt. Cela permettra de passer de la gestion urgente à la gestion programmée et ainsi pouvoir, sur la base fiscale, dupliquer un système qui semble fonctionner ailleurs. Pour qu'il puisse appliquer ça dans ce pays que vous avez évoqué, il a fallu que des anticipations rationnelles aient été faites avec des simulations à l'avance. La Côte d'Ivoire a parlé d'une prévision de 2012 qui permet de commencer à financer à partir de 2026, 14 ans plus tard. Il y a eu la prévision, il y a eu des tests, des simulations et on passe à la phase exécutoire. Quand on passe à la phase exécutoire, on se rend compte qu'en cours de route, il peut y avoir des couacs, on s'ajuste, on s'accommode, on s'aligne et on répare ce qui dérange. Et à partir de là, au bout de 5-10 ans, le programme qui est prévu sur 25 ans commence à aller comme sur des rails sans couac. Pourquoi?
parce qu'on est passé de la gestion urgente à la gestion programmée. Et cela, ce n'est pas des anticipations rationnelles sur le point de vue économique. Monsieur Bikoko, est-ce que vous avez des éléments supplémentaires à apporter à la réponse de Monsieur Iluna sur cette question? Je vais emboîter le pas par rapport aux technocrates dont on a parlé. Les technocrates, c'est des gens qui sont dans la prospective. Parce que, je prends par exemple, l'Afrique est dans un taux de croissance démographique très avancé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le recensement des populations qu'on a lancé, parce qu'on ne sait même pas quel est le nombre de Camerounais qui existent. Le Cameroun a dit au moins 40 millions de Camerounais. Mais si on a le taux de croissance de 3%, en 2100, on sera combien? Alors, toutes les stratégies qu'on élabore aujourd'hui doivent intégrer ces éléments. Un. Et de deux, la gestion pour le bien-être des populations est intransigeante et rigoureuse. Si on a besoin de l'argent, l'État doit trouver les niches pour mobiliser les fonds. Et l'autre élément fondamental, c'est la gestion transparente et rigoureuse. Je vous ai parlé, je suis coordinateur de l'Observatoire citoyen de la gouvernance et de la redevabilité. La plupart de nos gouvernants ne rendent pas compte. Dès qu'il est à la gouvernance, il croit que c'est sa propriété. Il fait ce qu'il veut, dès qu'on l'interpelle, et nous, on a ce qu'on appelle le suivi indépendant des politiques publiques et des stratégies de coopération. Et aujourd'hui, je coordonne un projet de suivi indépendant du C2D, Contrat de désendettement et de développement. Tous les projets financés sur les fonds C2D, nous veillons à ce que ces fonds réalisent exactement. Donc, on a la volonté politique pour mettre en place des mécanismes de mobilisation des fonds, mais il faut également une gestion rigoureuse et transparente. Ma fille a parlé, il faut que les populations aient confiance au dispositif. Si on voit les gens qui gèrent notre argent rouler carrosse, pendant que nous-mêmes on tire le diable par la queue, comment voulez-vous que nous continuions à faire? Donc, l'État doit intégrer un mode de fonctionnement des institutions qui permettent aux populations de faire confiance à ces institutions. Parce qu'aujourd'hui, quand tu demandes aux Camerounais, ces gens-là ont été dit non, laissez-nous qu'ils soient là-bas. Donc on a deux Camerouns. Le Cameroun des riches, le Cameroun des pauvres. La plupart des fonctionnaires sont à la retraite pauvres. Ils attendent, à l'époque, quand ils allaient à la retraite à 55 ans, il fallait attendre 60 ans pour avoir ta retraite. Et la retraite même, c'est combien? Donc, l'État du Cameroun, je ne prends que ce cas que je connais, parce que j'ai été professeur d'histoire et de géographie. Le Cameroun a toutes les richesses qu'il faut pour mettre en place un mécanisme qui donne une couverture santé universelle, qui donne une pension à tout le monde et qui donne des allocations familiales à tous les enfants. Mais c'est un manque de volonté politique et c'est pour ça que je dis il faut que les ressources humaines dont nous disposons aujourd'hui soient mises à contribution et qu'on cesse de nous mettre des personnes qui se contentent de ce que les autres ont fait. Bref, ce n'est pas pour attaquer quelqu'un, mais moi qui suis en train de partir, j'ai enseigné pendant 30 ans. Quand je vois ce que beaucoup de mes élèves sont devenus, alors que beaucoup sont outillés pour apporter leur contribution, ça me fait mal. C'est pour cela que je parle un peu avec passion. Justement, votre réponse me permet d'embrayer sur la question suivante que j'adresse à Madame Moneda. Vous parliez tout à l'heure de confiance et d'éducation aux droits sociaux. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, c'est la gouvernance qui freine, qui est le principal frein au développement ou alors à l'éducation aux droits sociaux de la population, quand on sait justement qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, le système de sécurité sociale en Afrique est beaucoup critiqué pour sa gestion? Je dirais oui. Je dirais oui. Le gouvernement en est pour beaucoup. Dans l'éducation même de base, on ne nous parle pas de ça, comme je disais tantôt. Et même quand on nous demande de le faire, on ne nous explique pas clairement pourquoi le faire, quels sont les tenants, quels sont les aboutissants.
c'est un peu comme avec les impôts dernièrement. Si je peux prendre l'exemple, on a dit immatriculez-vous et déclarez. Combien de personnes comprenaient ce qu'ils étaient en train de faire? Je vous assure, presque personne. Mais tout le monde courait pour aller le faire de façon aveuglement. D'autres se sont même mis dans les problèmes, si je puis dire. S'agissant de ça, pour embrayer sur ce que mes aînés ont dit tout à l'heure, si le système politique se concentre encore plus sur ce secteur et éduque, je reviens sur l'éducation, et éduque encore mieux les populations sur ce que c'est que cette sécurité sociale, je pense que nous pouvons atteindre de meilleurs résultats. Monsieur, l'augmentation des dépenses sociales combinées à des ressources limitées pose la question de la soutenabilité que vous avez justement commencé à élaguer tout à l'heure. Les systèmes actuels sont-ils viables à long terme sans réforme structurelle profonde? Il y a déjà une partie de la réponse dans votre question. Il est nécessaire de procéder à certaines réformes structurelles pour repenser le modèle économique. On n'en parle pas que dans l'entrepreneuriat, on en parle aussi dans la gestion et la gouvernance des États. Pour préparer le budget de l'année 2027 dans chaque État, nous sommes en plein mois de mai. Si je prends le cas de ce qui se passe dans certains pays, les services publics envoient leurs copies, leurs moutures au plus tard à la fin du mois de juin, pour que les services centraux puissent travailler sur ces moutures qui sont faites et proposer leur budget de l'exercice 2027. Et lorsqu'approche la session budgétaire, il faudrait que le délai réglementaire soit respecté par chaque institution publique et l'institution de référence, qui est le ministère des Finances, pour pouvoir mettre dans le pipe le projet. Maintenant, pour pouvoir gérer cela sur la durée, comme je le disais dans mes précédentes interventions, il faut programmer et anticiper de manière rationnelle. Programmer, anticiper de manière rationnelle. Monsieur Eluna, merci pour cette intervention. Cette édition de l'Africa Newsroom nous aura permis de comprendre que la sécurité sociale reste un chantier ouvert pour l'Afrique entre ambition d'inclusion et contraintes économiques. Les systèmes évoluent, mais les systèmes restent encore inégaux. Nous remercions nos invités pour leurs interventions. Il s'agissait de Mme Géraldine Magnula Moneda, secrétaire sociale certifiée en immatriculation CNPS, Monsieur Jean-Marc Bikoko, coordinateur de l'Observatoire citoyen de la gouvernance de la redevabilité, ainsi que M. Barthélémy Eluna, internationaliste, spécialiste des questions d'économie et de gestion. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de l'Africa Newsroom. Retrouvons-nous très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, toute l'actualité africaine se retrouve sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24.